Je voulais donc dire quelques mots pour souhaiter la bienvenue à Christian Amator, qui est membre de l'Académie des sciences et qui est un très grand scientifique français qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir pour la deuxième fois ici à Bobigny pour à la fois un sujet qui peut paraître anecdotique, celui du maquillage, mais qui va quelque part mélanger toute une série de disciplines, l'esthétique, la chimie, l'histoire et évidemment la santé, la prophylaxie et la santé publique. Et donc c'est vraiment très illustratif de ce qu'est notre UFR à Paris 13, donc SMBH, qui, comme l'université, est extrêmement pluridisciplinaire, et c'est le mélange et la confrontation de toutes ces disciplines qui permet d'avancer aujourd'hui en sciences. Donc au nom de l'université et au nom de l'UFR, j'ai le très grand plaisir de vous introduire M. Christian Amator, à qui je laisse le micro. Merci Christian. Merci à toi. C'est un grand plaisir d'être ici. Et c'est toujours, je t'ai dit, tu peux me demander autant de fois que tu veux. Tant que je ne lasserai pas le public, je serai très heureux parce que je pense que c'est un rôle que les scientifiques aujourd'hui ont oublié. C'est qu'on est des scientifiques. Notre job est de travailler dans les laboratoires, de faire le maximum dans nos laboratoires. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une césure entre les scientifiques et l'opinion publique, parce que les scientifiques ne parlent plus directement à l'opinion publique. Ils parlent à travers des intercesseurs qui sont souvent les gens des médias, qui, eux, n'ont pas la formation scientifique et déforment. Je prendrai juste un exemple. Vous vous rappelez de la sonde qui est arrivée sur le satellite, le petit bout de satellite qui circulait, de la comète. Et le journaliste scientifique expliquait que la comète est tellement petite qu'il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas de gravité. Et alors, dans une image suivante, on montre le petit satellite qui est arrivé et qui est sur une pente comme ça. Et le journaliste dit: ah oui, c'est vrai, s'il est sur une pente, il va tomber. Mais s'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de pente. Parce qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Le haut et le bas, ce n'est pas une notion liée au sol, c'est une notion liée à la gravité. Donc dans la même émission, il y avait, c'était pourtant un journaliste scientifique qui avait expliqué, mais l'autre c'était le présentateur de Antenne 2, je ne dis pas son nom mais vous l'avez reconnu, qui dit: ah oui, comme il est sur une pente, il risque de glisser. Et on ne glisse pas sur une pente qui n'a pas de gravité. Donc je pense que ça, c'est aussi une partie du rôle des scientifiques, de sortir de leur laboratoire en direct et d'essayer d'expliquer ce qu'on fait. Après tout, ce n'est pas un temps énorme chaque année. Et je suis très heureux que toi, tu as pris l'initiative, et avec l'Académie des sciences, de faire ce cycle de conférences. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et j'espère que je ne vais pas te décevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, comme vous le voyez, cette conférence est filmée et vous pourrez la retrouver, comme toutes les autres conférences de l'Académie des sciences, sur le site de l'université, univ-paris13.fr. Merci beaucoup, Christian. Et puis, encore une fois, tu es ici chez toi. Merci. Donc, j'ai appelé cette conférence, sur le poster de la conférence, vous n'avez que la première partie, qui est le nom. Alors, bon, les maquillages noirs de l'Égypte antique, vous voyez tous, vous pensez à Pharaon, vous pensez à Nefertiti, vous avez ce maquillage noir spectaculaire qu'on reproduit aujourd'hui à travers le kohl dans les pays du Maghreb, mais aussi en Pakistan, dans certains pays d'Afrique subsaharienne. C'est quelque chose qui est toujours maintenu et qui provient en fait du maquillage noir de l'Égypte antique. Et en dessous, j'ai marqué quelque chose qui est un peu provocateur, c'est-à-dire, est-ce que c'est une intox économico-religieuse? Parce que naturellement, c'était vendu par les temples,
Pourquoi par les temples? Parce que vous allez voir que fabriquer ce maquillage, c'était assez sérieux au point de vue processus. Et à l'époque, jusqu'en fait à la naissance de la Sorbonne et de l'Université de Bologne en Italie, la science, la connaissance se développait uniquement chez les gens qui avaient des lettres, des scientifiques. Et ces scientifiques, en général, c'était toujours des religieux ou des gens indépendants. Par exemple, quelqu'un comme Faraday ne travaillait essentiellement chez lui. Davy, un grand chimiste, un des plus grands chimistes que la Terre a porté, après Lavoisier, travaillait chez lui. Lavoisier travaillait chez lui. On ne travaillait pas à l'université. Parce que l'université, c'était uniquement, avant les universités, entre guillemets, laïques, c'était les universités théologiques, et ensuite ce sont devenues des universités qui étaient spécialisées plutôt dans l'administration et toutes ces choses-là. C'est l'ENA d'aujourd'hui, par exemple. Et donc c'est très récent que les scientifiques, les laboratoires de recherche soient venus dans les universités. Ça date en gros de l'époque de Pasteur. Et c'est Pasteur qui avait compris qu'on ne pourrait pas faire de découverte si on n'impliquait pas les chercheurs, ce qu'on appelle un chercheur aujourd'hui, même quand c'est un enseignant-chercheur, hein, la partie recherche avec la partie enseignement. Et c'est de là que vient cette tradition. Donc vous voyez, Pasteur, c'est pas tellement loin dans le temps. Donc ce qu'on pense être tout à fait normal est en réalité très récent. Mais dans le passé, l'essentiel des choses scientifiques, par exemple, pensez, les grands pharmaciens, c'était tous des religieux qui soit écrivaient, soit préparaient les simples, qui étaient les herbes qu'on utilisait pour faire les médicaments. C'était dans les couvents qu'elles poussaient. Donc c'était pas du tout étonnant que ce soit les temples qui vendent le maquillage noir, parce qu'on le dotait de propriétés médicales importantes. Et alors, ça, c'est resté pendant très longtemps chez les historiens un peu comme une intox, disons un petit peu comme la petite vierge phosphorescente qu'on m'avait fourguée quand j'ai fait passer ma communion. Il fallait le mettre sur la table de nuit parce que ça portait chance. La preuve que ça portait chance, c'est si on éteignait la lumière, ça a brillé, quoi. Donc, pour un gosse c'était la première communion, pour un gosse de 6 ans, voir un truc qui brillait dans le noir, hein, c'était extraordinaire. Voilà, donc c'est ça que veut dire mon titre. Et en fait, ce maquillage, vous le connaissez tous sous la forme de l'œil d'Oujda. Alors, l'œil d'Oujda, en fait, aussi bien dans le col moderne, on reprend cette forme, parce que le maquillage égyptien ne se portait pas sur la paupière comme le nôtre, mais se portait sur la tranche de la paupière, ce qu'on fait aujourd'hui avec le col. On ne met pas le col sur la paupière, mais juste sur le repli, le bord d'attaque de la paupière qui glisse sur l'œil. Et ça, c'est très important, et c'est ce qu'on voit ici. Alors après, bon, on pouvait le continuer comme ça pour marquer la marque d'Oujda. Et en réalité, si on regarde ce que ça veut dire, c'est garantir l'ordre, parce que la santé, c'est l'ordre, grâce à Horus, c'est-à-dire qu'on appellerait aujourd'hui Dieu. Alors Dieu, vous le nommez dans la religion que vous voulez, mais en fait, c'est toujours ça, c'est celui qui nous sauve, contre le désordre, qui est la maladie. La maladie, c'est quand ça se désorganise. Et ça, c'était Seth, qui est devenu le diable dans les religions de la Bible. Et par extension, c'était favoriser l'intercession d'Horus, donc de Dieu, pour garantir une bonne santé au porteur. Donc quand vous portiez ce maquillage-là, normalement, Horus vous accompagnait de sa bonté, et donc vous protégez contre la maladie. Alors vous pensez bien que quand les archéologues et les historiens lisaient des trucs comme ça, ils disaient c'est du flan, hein, c'est évident. Alors, il faut remarquer quand même que cette histoire d'ordre-désordre, c'était repris par Galien. Galien, c'est le premier médecin gréco-latin moderne, et pour lui aussi, la maladie était une rupture du mélange ordonné des humeurs, hein, donc de l'ordre, et ça s'appelait l'eucrasie, qui conduisait au désordre, qui est la dyscrasie. C'est-à-dire, quand vous étiez malade, c'est parce que votre ordre
interne se rompaient et conduisaient au désordre. Alors on peut voir une analogie avec le cancer, par exemple. Nos cellules, quand quelqu'un développe un cancer, c'est que les cellules qui étaient fabriquées, conditionnées pour être en paix avec l'organisme, d'un seul coup, décident de faire sécession et de rouler pour elles-mêmes. Et alors, un cancer ne vous détruit pas parce que c'est un cancer, il vous détruit parce qu'il prend la place de ce qui devrait fonctionner. Quelqu'un qui a un cancer du pancréas meurt parce que le cancer du pancréas empêche son pancréas de fonctionner. Quelqu'un qui a un cancer du poumon meurt parce que son poumon ne fonctionne plus. Le cancer par lui-même ne tue pas. Il tue par substitution de l'organe, simplement parce qu'à partir d'un certain moment, vous avez des cellules du poumon qui décident qu'il y en a ras-le-bol de faire le boulot pour toute la société cellulaire qui s'appelle moi, et qu'après tout, si elle faisait par elle-même, ce serait bien mieux. D'accord? Alors, vous voyez que c'est des notions qui sont vieilles. Là, je suis en train de parler de choses qui ont 4000 ans, ici qui en ont 2000. Mais en fait, les gens avaient bien compris cette perception. Bon, bien sûr, quand vous êtes malade parce que vous avez un virus ou une bactérie, on ne peut pas parler de rupture de l'ordre, parce qu'en fait, là, c'est complètement différent. C'est un agresseur étranger qui prend le contrôle de certaines de vos cellules. Mais même là, on peut dire, bon, on casse l'ordre. Alors, d'où ça vient, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que vous vous rappelez qu'en Égypte, il y avait la basse Égypte, donc le delta, et la haute Égypte, le reste du Nil. En réalité, il y a eu deux populations là-dedans. Au départ, ici, dans le delta, comme c'est des terres très fertiles, c'était l'endroit où se développait l'agriculture. Vous vous rappelez que l'Égypte était le grenier de la Méditerranée sous Rome. Hein. C'était Rome transportait le blé depuis l'Égypte jusqu'à Rome. Et là, le roi portait une couronne qui était la couronne rouge qui est là. Alors que dans le sud, c'est pour ça que j'ai mis les conséquences d'un changement climatique, parce que le changement climatique dont on nous bassine aujourd'hui, il vient tous les 10 000 ans. Alors, il y a à peu près 6 000 ans, à moins 6 000 ans, d'accord, il y a eu une grande sécheresse qui est arrivée, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir arriver là. Alors, c'est vrai que le CO2, l'action de l'homme amplifie. Mais c'est un mécanisme qui est récurrent tous les 10 000 ans. Où vous avez la température qui monte, sécheresse, et puis d'un seul coup, clac, ça redescend, et ça recommence une rampe comme ça qui va continuer pendant 10 000 ans. Alors, ce qui s'était passé, c'est que là, vous aviez tout un tas de peuples dont on a les traces aujourd'hui sur des peintures, des gravures dans les rochers du côté du Tchad, qui se sont retrouvés à être poussés par la sécheresse et suivre, en fait, le décalage de la sécheresse venait de l'ouest, et donc a bougé vers l'est jusqu'au moment où ils ont trouvé le Nil. Et ceux-là, c'était des agriculteurs, parce qu'initialement, c'était des chasseurs autour du Tchad. Puis quand le Tchad a commencé à devenir sec, des gens ont développé l'élevage, parce qu'on ne trouvait plus d'animaux, et à se déplacer avec les animaux. Donc, et leur roi portait cette couronne blanche, là. Alors, naturellement, c'est l'histoire de Abel et Caïn de la Bible, entre l'agriculteur et l'éleveur. Et ça ne fait pas un bon ménage, parce que l'agriculteur, lui, veut garder son champ correct, parce qu'il a planté ce qu'il fallait. L'éleveur, lui, il cherche de l'herbe comme pâture, et donc ça va très mal. Il y a eu la même histoire après aux États-Unis, quand ils ont colonisé les territoires américains. Donc, en fait, ceux-là, eux, ils grossissaient, ils ont eu tendance à descendre, ceux-là grossissaient, ont tendance à monter, et au bout d'un moment, ça s'est matraqué. Alors, le pharaon du Nord a plus ou moins gagné, mais c'était une paix des braves, c'est-à-dire c'était pas c'était un peu une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire il a gagné, mais il ne pouvait pas coloniser l'ensemble parce qu'il avait laissé beaucoup de
d'hommes dans l'affaire. Donc en fait, ils ont fusionné les deux royaumes, et c'est ce symbole de la palette de Namer qui existe toujours, c'est moins 3200. Et ensuite, vous voyez que le pharaon est coiffé des deux couronnes. Alors vous avez Ouadjet, vous reconnaissez Oujda, ok, parce que c'est des transcriptions en français d'un même mot. Rappelez-vous qu'en égyptien, ils notaient que les consonnes. Donc les voyelles qu'on met au milieu, c'est uniquement pour qu'on prononce. Par exemple, Ramsès, ça ne s'écrivait pas Ramsès, ça s'écrivait RMS. C'est nous qui disons Ramsès. Mais c'était peut-être Rumsès, c'est peut-être Rimsès, on ne sait pas. Et alors, elle, c'est la déesse du Nord, donc l'État établi, la structure sociale établie, puisque quand on fait l'agriculture avec les cités et tout, il faut qu'il y ait un ordre social. Et en bas, c'est va comme je te pousse, donc c'est le désordre. D'accord? Et le désordre, c'est Nekbet, et la fusion des deux couronnes donne la couronne du pharaon que vous connaissez tous, avec les deux couronnes emboîtées l'une dans l'autre. Mais moi, qui suis chimiste, j'aime bien faire le parallèle. Alors, s'il y a des chimistes dans la salle, ils vont reconnaître tout de suite que l'ordre dans les réactions chimiques ou dans les réactions physiques, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Le désordre, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Et la vraie énergie, c'est l'enthalpie corrigée de l'entropie. Et une réaction se voit non pas par son enthalpie, non pas par son entropie, mais par sa compensation. Et c'est assez intéressant parce qu'en chimie, vous avez plein de réactions qui ont des delta H relativement petits, mais des delta S assez grands positivement, et la réaction a lieu. Par exemple, ça c'est, par exemple, dans une explosion, ça dégage énormément d'énergie, de force, parce que la matière qui était concentrée, donc très ordonnée, d'un seul coup devient gazeuse, et ça génère un delta S qui fait que vous avez... Alors bien sûr, le delta H est aussi est très grand dans le cas de l'explosion, mais très souvent, on a tendance à considérer que la partie enthalpique, la partie qui règle l'ordre, qui considère que tout est ordonné. Mais l'entropie, et ça existe aussi dans les sociétés civiles. Ça, c'est quand vous faites un plan au niveau de l'État, et ça, c'est tous les gens qui sont dans la rue pour contester le plan qui font que ça ne marche pas. Alors des fois, ça ne marche pas parce que le plan était mauvais, et donc ils ont bien fait de descendre dans la rue. Donc vous voyez que c'est assez ancien, et il faut toujours se garder une idée, c'est que, en fait, l'homme est un homme sapiens sapiens depuis au moins 40 000 ans. Ça fait au moins 40 000 ans que si un petit sapiens sapiens de chez Cro-Magnon avait fait les mêmes études que vous, il n'aurait aucun problème à être ici et à être premier dans les partiels. Il n'y a pas de changement. Donc ce n'est pas étonnant que l'esprit humain tel qu'on le connaît, on le retrouve dans ces choses-là. Alors bien sûr, la connaissance était imparfaite, mais eux avaient le temps. Parce qu'on pouvait penser à quelque chose qui est fabuleux, moi qui m'impressionne totalement. Quand vous regardez la voûte céleste, bon, pas à Paris parce qu'on ne voit rien, mais si vous allez dans un endroit où il n'y a pas de lumière et tout, vous voyez cette voûte céleste magnifique. Comment on fait là-dedans pour reconnaître les constellations? Alors bien sûr, nous, il y aura toujours un grand ou un copain ou une copine qui vous expliquera, tu vois, ça tu reconnais, ça c'est la constellation du Sagittaire, ça c'est la constellation de ceci, cela. Donc, mais comment on fait pour se rendre compte que tous les 12 mois, les constellations reviennent? C'est-à-dire, pendant 6 mois, on a un ciel, ce ciel disparaît, est remplacé par un autre ciel, et 6 mois après, on retrouve le même nouveau ciel. Quand on n'a pas de langage, et tout ça. Or, c'était critique pour l'agriculture, pour savoir quand c'est qu'il fallait planter. Parce que si vous ne plantez pas à la bonne saison, vos plantes commencent à pousser trop tard, elles vont être cramées par le soleil alors qu'elles ne sont pas capables de se défendre, ou elles vont avoir besoin d'eau des pluies, et les pluies sont déjà passées, ou vont arriver quand la plante sera mûre et elle va pourrir.
Donc c'était absolument essentiel de connaître ça. Or, quand on n'a pas d'écriture, l'agriculture a commencé avant l'écriture. Donc comment on fait pour arriver à identifier ça, le transmettre à d'autres gens pour définir des règles, faire des trucs comme Stonehenge et tout ça pour bien savoir quand étaient les éphémérides, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on avait des chercheurs à cette époque qui valaient les meilleurs chercheurs d'aujourd'hui. Et ils ne nous ont pas laissé d'écrits parce que, malheureusement, ou si, même quand il y en a, on ne sait pas les lire. Donc on va commencer maintenant à regarder comment on étudie le problème. Donc d'abord, on va démarrer avec quelques faits archéologiques. Alors bien sûr, quand vous voyez ce maquillage, vous pensez au maquillage de Pharaon, ou de Pharaon, ok? Donc c'est ce fameux maquillage, vous voyez sur la paupière, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le col. Mais simplement, ce maquillage-là, dans notre imaginaire collectif, c'est uniquement les nobles. Pourquoi? Parce que pour nous, le maquillage est une distinction sociale, exactement comme l'habit, la manière de se coiffer, la qualité du foulard qu'on porte, des chaussures qu'on porte, et ainsi de suite. C'est une empreinte sociale. Les gens qui s'y connaissent savent tout de suite dire cette personne a les moyens parce qu'elle est habillée avec un véritable costume Dior, ou ainsi de suite. Donc le maquillage joue la même chose. Vous trouvez du maquillage au supermarché, ce n'est pas le même que vous trouvez chez L'Oréal ou chez Lancôme. Pourtant, alors les hommes, on se fait toujours avoir, mais les femmes, elles, non. Elles savent très bien que ce maquillage, c'est un maquillage comme... Essayez de donner une boîte en plastique de maquillage à votre petite copine. Si ce n'est pas le bon style, vous risquez de la prendre dans la figure. Hein. Et en fait, en Égypte, tout le monde portait le même maquillage, y compris, vous voyez ici, c'est une porteuse d'eau. Et la porteuse d'eau porte exactement le même maquillage que Néfertiti. Mais les hommes portaient le même maquillage, les enfants portaient le même maquillage. Tout le monde portait le même maquillage, sauf les esclaves. Donc ça veut dire que ce maquillage n'avait pas une fonction sociale, de reconnaissance sociale. Alors le maquillage était très important parce que ici vous avez la princesse Néfertiabet, donc vous voyez c'est 2600 avant Jésus-Christ. Dans sa tombe, elle avait tout le nécessaire pour sa vie dans l'au-delà, sur la fresque, et ici vous avez une fresque. Alors ne croyez pas que je sais lire les hiéroglyphes, c'est ce que m'ont expliqué les gens du Louvre. Ici on trouve, ça c'est le container, vous allez en voir des comme ça, qui contient le maquillage noir, la poudre pour le maquillage noir. Ça c'est l'œil qui est maquillé, et quand l'œil est maquillé, là, il apporte la bénédiction d'Horus, donc ça c'est le symbole d'Horus. Ça c'est la main d'Horus qui est étendue sur l'œil de la personne, vous voyez la main au-dessus de l'œil, et l'œil est en bonne santé. Donc elle avait besoin d'avoir ça dans sa tombe, avec toutes les choses qui étaient nécessaires pour avoir une vie après la vie. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer là, ça a été trouvé dans les tombes, dans des petites fioles qui contenaient le maquillage noir, mais dans des tombes aussi bien de gens très riches que de gens relativement pauvres. Bon, il fallait quand même se payer une tombe. Hein. Donc cette porteuse d'eau, là, elle n'avait peut-être pas de tombe, mais en tout cas, elle est représentée sur les objets qu'on trouve dans les tombes. Et alors, la seule différence qu'il y avait pour ce maquillage-là, c'est que les gens qui étaient relativement pauvres, ben, ils avaient ça dans un bambou. Vous savez, un bambou, c'était un des premiers conteneurs, parce qu'il y a les nœuds dans le bambou, donc on coupe de part et d'autre d'un nœud, et on met un bouchon en haut, et c'est un tube qui ne bouge pas, qui résiste à l'eau, et ainsi de suite. Bon, ben après, on avait dans des pots de différentes qualités, vous voyez, c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui avec les shampoings. Parce que dans les shampoings, le principe actif de ce qui vous lave les cheveux, il n'y a que deux types. Il y a celui qu'il y avait quand j'étais gosse, c'est-à-dire qui pique les yeux. Parce qu'au bout des chaînes qui nettoient, il y avait un groupe carboxylate, donc CO2-,
Et ce truc-là, quand ça arrivait dans les yeux, ça piquait parce que ça changeait le pH de l'œil. Et puis, il y a celui qu'on trouve maintenant, c'est les shampoings au phosphate. Donc ça pique plus l'œil puisqu'il n'y a plus de propriété acido-basique. Donc, la plupart des shampoings qu'on trouve aujourd'hui, il y a exactement le même truc dedans pour nettoyer les cheveux. Après, là où ça change, c'est la texture, la couleur, l'odeur, hein, le parfum, mais surtout le conteneur. C'est-à-dire que vous avez depuis le berlingot, truc qu'on coupe avec un ciseau, et ça c'est pour l'étudiant pauvre, hein, dans sa chambre de CTU. Et puis, quand on a un peu plus les moyens, on peut s'acheter des maquillages de chez Trululu et Trulala. Et là, on paye essentiellement la texture, le parfum, le conteneur. C'est exactement la même histoire ici. Vous voyez que ça a commencé il y a 4000 ans. Hein, donc, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? À l'intérieur, on trouve une espèce de poudre, comme ça, et puis des petits blocs. Alors, regardez l'échelle, 20 microns. Si vous ne savez pas ce que c'est 20 microns, si un cheveu, son épaisseur, c'est à peu près 50 microns. Donc, un cube comme ça fait à peu près l'épaisseur d'un cheveu. D'accord? Et si on regarde beaucoup mieux, on s'aperçoit que ces petits cubes, quand on les nettoie, quand on les débarrasse de la petite gangue qu'il y a autour, c'est des beaux cubes bien taillés de galène. Alors la galène, c'est un sulfure de plomb, et son intérêt, alors bien sûr ici c'est des fausses couleurs, hein, puisque c'est au microscope électronique, mais vous voyez, vous avez des faces ici, et un cube qui fait à peu près 50 microns, c'est-à-dire que vous avez des petits miroirs qui vont renvoyer la lumière de n'importe quel côté que la lumière tombe. D'accord? Donc en fait, c'est des petits miroirs qui prennent la lumière et qui la renvoient. Alors ça, les Égyptiens, ils ne savaient pas le faire comme ça, mais ils savaient que quand ils prenaient les blocs de galène et qu'ils les écrasaient de telle manière, on s'arrêtait quand au doigt. Alors ça vous paraît peut-être ridicule, mais quand vous touchez avec vos doigts les cheveux, vous sentez l'épaisseur des cheveux. Donc eux, en touchant avec le doigt, ils étaient capables de savoir qu'on avait atteint la bonne taille. D'accord? Donc il y avait ça. Et puis à côté, il y a cette espèce de poudre blanche. Ça, c'est la vraie couleur parce que c'est à la loupe binoculaire. Et elle est formée de carbonate de plomb. C'est de la cérucite. Alors ça existe, c'est naturel. Mais de deux composés qui sont non naturels. Un qui est la laurionite. C'est un hydroxychlorure de plomb. Et la phosgénite, qui est un produit de décomposition carbonatée à cause du CO2 qu'il y a dans l'air, hein, qui était le produit transformé. Donc on peut dire qu'essentiellement, il y avait trois composés, la galène, la cérucite et la laurionite. Alors cette laurionite, elle n'est pas naturelle. Alors, si on regarde les composés, voilà la galène, à peu près en lumière visible, ce que ça donne. Vous voyez le petit miroir. Et ça, c'est la même chose que ce que vous avez aujourd'hui pour donner le gloss dans les maquillages. Dans les maquillages d'aujourd'hui, pour faire la partie brillante du maquillage, vous avez des petits cristaux comme ça, qui sont taillés. D'ailleurs, je fais un petit aparté, c'est que les nanoparticules, c'est très mauvais, tout le monde le sait. D'accord? Tout le monde le sait parce que les médias le disent. Mais par contre, après, on achète très cher des maquillages comme ça, qui contiennent plein de nanoparticules, justement pour être beaux. Donc, on est schizophrène, quoi. Nos sociétés sont totalement schizophrènes. Parce qu'il ne s'agirait pas d'enlever ça, parce que d'un seul coup, l'aspect brillant du maquillage disparaît, et les gens ne veulent plus avoir ça, quoi. Imaginez que vous vous maquillez avec la gouache que vous aviez dans vos peintures de gouache d'écolier. Ça fait un petit peu cirque, hein, d'accord? Mais avec le brillant, c'est formidable. Donc ça, c'était le rôle de la galène. À part ça, elle ne fait rien du tout, parce que de toute façon, la galène, c'est tellement insoluble dans l'eau qu'elle ne bouge pas. La preuve, c'est que ces petits cubes-là, ils datent de 4000 ans, ils n'ont pas bougé.
Alors maintenant, la laurionite et la phosgénite, qui sont produits de décomposition, eux, c'est des composés non naturels. On ne peut pas les trouver dans la nature. Alors, ça veut dire qu'ils ont été fabriqués. Alors, pourquoi et comment? Alors, on a la recette de ça. C'est Dioscoride, parce que l'Égypte, c'était le pays des médecins. Et donc, dans l'Antiquité grecque et latine, les médecins allaient se former en Égypte pour venir exercer la médecine ensuite. Parce que c'était là où, dans les temples égyptiens, étaient contenus tous les savoir-faire médicaux de l'époque. Donc, Dioscoride, lui, c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc c'est 200 ans avant Galien, hein, vous voyez. Et alors, il était passé piquer toutes les recettes dans les temples. C'était l'époque où l'Égypte était devenue grecque. Hein. Vous vous rappelez, Alexandre le Grand, c'est 300 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on est à 200 ans sous les Ptolémées. Hein. Et alors, il dit, la recette, c'est mélange une livre d'écume d'argent. Alors, l'écume d'argent, c'était le nom de l'oxyde de plomb. À 5 drachmes de sel minéral, le sel minéral, c'est le chlorure de sodium, hein, c'est le sel normal, le sel de mer, et verse de l'eau tiède sur le mélange en brassant fort. Alors, il y en a beaucoup. Il y a des chimistes dans la salle? Non? Il ne faut pas avoir honte. Hein. Moi, je lève le bras, je suis chimiste. Voilà. Pourquoi on brasse fort? Parce que ça, c'est un solide. Ça, aux concentrations où on est, c'est un solide. Et si on veut que deux solides réagissent, il faut qu'ils se rencontrent. Et quand ils sont dans l'eau, la seule manière qu'ils se rencontrent, c'est de brasser fort, hein, pour établir un courant dans l'eau et avoir un mélange. Vous faites ça quand vous mettez le sucre dans le café et vous touillez. Parce que le sucre, c'est un solide, le café, c'est un liquide, et pour que ça se mélange, jusqu'au moment où le sucre devient des molécules qui sont séparées du cristal. D'accord? Donc les Égyptiens, ils avaient déjà connu ça. Alors laisse reposer, puis soutire l'eau et remplace-la par de l'eau fraîche et du sel en brassant fort. Alors là, ça paraît assez bizarre, parce qu'on imagine, on fait une solution, tout passe dans la solution, et on vire la solution et on recommence. Et alors, regardez ça, recommence 3 fois par jour. Donc, c'est-à-dire 3 fois par jour, il faut faire tout ce business pendant 30 jours. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait en bricolant sur un bout de table chez l'épicier qui vous dit « je vais vous le préparer ». D'accord? C'était vraiment une industrie énorme. Si maintenant vous dites que l'Égypte, à l'époque, il devait y avoir, je ne sais pas moi, quelques millions d'habitants, si tous les habitants portaient ce maquillage, ça représente des quantités énormes. Donc, ça représente un investissement extrêmement fort. Alors, si on met en langage moderne, ça c'est, il faut arriver à Pourbet. Donc, ceux qui font de la chimie connaissent les diagrammes de Pourbet. C'est le XXe siècle, hein, c'est le début du XXe siècle, c'est 1930-1940. Et on peut écrire cette réaction chimique, la litharge, l'oxyde de plomb, plus le sel, plus l'eau, c'est bien ce qui est marqué ici. Et bien, cette réaction donne la laurionite et de la soude. Alors le problème, c'est que la soude, quand vous fabriquez votre réaction, la réaction, ici, devient de plus en plus basique à cause de la soude qui est générée. Le problème, c'est que celui-là, maintenant, va réagir avec la soude pour conduire à un produit dont on ne veut pas. Donc, comment on fait quand on est égyptien? Aujourd'hui, on mettrait un pH mètre et puis on mettrait un petit robot qui règle le pH. L'Égyptien de l'époque, même quand il était très instruit, il ne savait pas ça. Alors il faisait quelque chose que moi j'ai fait quand j'ai 63 ans, mais quand j'étais étudiant, on avait encore le droit de foutre les doigts dans les trucs de chimie. Maintenant, il faut pratiquement un costume de cosmonaute quand on travaille dans un labo de chimie. Et quand vous mettez les doigts, d'ailleurs les mères dans les villages, quand elles préparaient le savon, c'est comme ça qu'elles faisaient. On met le doigt dedans, et quand on arrive, que ça devient un peu caustique, donc le pH commence à devenir assez basique, les doigts glissent l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'on fait du savon avec la graisse qu'on a au bout des doigts,
et le savon fait glisser les deux doigts l'un sur l'autre. Donc là, on sait qu'on est arrivé vers pH 8. Okay, le pH normal, c'est 7. Donc eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient reposer, ils touchaient. Donc là, ils savaient qu'ils étaient arrivés à ce pH-là, et ils vidaient l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, ils vidaient la soude. Mais ça, c'était un solide qui était tombé au fond, mélangé avec les deux autres solides. Donc l'eau partait avec la soude. Le pH, c'était redevenu du solide. On remettait de l'eau fraîche, donc on revenait à pH 7, et on empêchait que cette réaction ait lieu. Donc c'était formidable. Comment ils ont trouvé ça? Par empirisme, comme je vous ai rappelez-vous l'histoire des constellations. Hein. Et c'est de là que vient le mot chimie, parce que contrairement à ce qu'on dit, le mot chimie ne vient pas de l'arabe, mais vient de l'égyptien Kémé, qui a donné l'arabe Kémé, hein, qui a donné alchimie, la chimie, okay, et qui est venu en français sous forme de chimie, mais en anglais, ils ont gardé la prononciation chem dans chemistry. D'accord? Les Arabes, eux, quand ils ont pris l'Égypte, ils ont eu accès aux recettes et compagnie, et de la chimie de l'époque, et ils l'ont appelé avec le nom égyptien, et c'est les Arabes qui ont distribué ça sur toute l'Europe ensuite. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est un mot arabe, mais en réalité c'est un mot très ancien, c'est un mot égyptien. Vous pourrez regarder sur Wikipédia, mais c'est un Wikipédia juste, hein, celui-là. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'est-ce que ça voulait dire en égyptien? Ça voulait dire l'art de la transformation de la terre. Il est utilisé pour deux choses. Pour quand on fait pousser une plante, parce que quand vous faites pousser une plante, ce que vous faites, c'est que vous mettez une graine. Et la terre va transformer la graine en plante. D'accord? D'ailleurs, à un moment, on pensait que c'est ce qui se passait entre les hommes et les femmes, qu'on mettait une graine, hein, vous savez, l'histoire de la petite graine. C'est de là que ça vient, quoi. Et le mythe de Gaïa, c'est de là qu'il vient. Hein. Mais simplement, c'était aussi le changement de la terre par l'homme. C'est-à-dire, soit la terre changeait la chose, donc transférer sa puissance mystique de Gaïa, soit au contraire, l'homme utilisait la puissance de Gaïa pour faire autre chose. Et donc, on transformait ici de la litharge, du sel, d'accord, et on obtenait la laurionite. C'était typiquement le début, c'est la première entreprise de chimie qui a jamais existé dans le monde. Alors le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il fallait une main-d'œuvre spécialisée. Vous avez vu la recette, c'est pas n'importe qui est capable de la faire. Hein, il faut savoir contrôler à tout moment. Il y avait un coût économique énorme à fabriquer ça, parce que quand même, 30 jours de gars qui touillent, même si c'était un esclave, il fallait le surveiller et ainsi de suite. Et il faut le nourrir. La distribution, ensuite, pour vendre l'affaire. Et puis, naturellement, les rentrées d'argent pour le temple, parce qu'on vendait le maquillage. Donc, pourquoi on va faire ça uniquement pour un truc, alors que ce que voyaient les gens, c'était uniquement la partie PBS de galène, qui était ce qu'on voit aujourd'hui dans un maquillage. On voit la couleur et le brillant, d'accord, le gloss. Donc, il suffisait de ne pas s'embrouiller la tête, on broyait un peu de galène, on foutait ça dans une pâte qui était de la graisse, ok, parce que, et puis on vendait ça. Donc, s'il le faisait, c'est parce qu'il y avait une raison. Et alors, la raison, elle est encore donnée par Dioscoride. Dioscoride dit c'est un très bon gant pour la protection des yeux, pour les plaies infectées, la réduction des rides, le soin de bien d'autres endroits du corps. Alors, le soin de bien d'autres endroits du corps, c'est toutes les petites plaies, en particulier, que les dames peuvent avoir au niveau des organes génitaux. Et qui sont des plaies qui s'infectent énormément. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous, les dames, vous avez énormément de muqueuses. C'est un endroit humide qui conditionne et un terrain fertile pour les bactéries. Donc, si vous avez des microplaies qui sont liées simplement aux actes sexuels, quoi, d'accord, ça peut s'envenimer. Donc, c'est ça que ça veut dire, et bien d'autres endroits du corps. C'est-à-dire que c'était quelque chose, ils avaient reconnu que ce n'était pas simplement un maquillage, mais qu'une utilisation très forte, c'était celle du maquillage,
mais c'était celle aussi d'un médicament. Par exemple, quand on a une plaie ouverte qui ne se ferme pas, nous, dans notre médecine moderne, vous savez que si vous vous ouvrez avec un coup de cutter ou Dieu sait quoi, ok, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer la plaie avec de l'alcool et ensuite fermer la plaie. Alors, soit avec des points de suture, soit avec du sparadrap, d'accord, mais pour maintenir les deux bords de la plaie comme ça, pour empêcher les bactéries de rentrer dedans. Et à ce moment-là, ça va se refermer. Si par contre vous ne nettoyez pas, ça ne se refermera jamais. Et ça se met à faire du pus. D'accord? Et ça, le composé de la laurionite qui était là, quand on la mettait à des doses plus fortes que celles du maquillage, ça servait à nettoyer les plaies infectées pour qu'elles se referment. Donc aujourd'hui, si on traduit ça, ok, en langage biochimique moderne, on dit que ce composé est un antioxydant réputé actif contre les radicaux. Parce que les inflammations, c'est des radicaux libres. D'accord? Et bien sûr, en publicité actuelle, on dit la même chose. Donc ça, c'est plutôt une formulation de type publicité. Et vous l'avez là, par exemple. Hein, j'ai tiré ça de journaux de mon épouse. Assez de grisaille. Pourquoi vous voulez aller au soleil, mais le soleil va vous flinguer votre peau. Mais si vous mettez le machin de chez L'Oréal ou de chez Pierre Fabre, vous aurez une peau d'enfant. D'accord? Au lieu d'avoir une vieille peau comme la mienne, vous serez comme quand j'avais 10 ans ou 12 ans. Donc vous voyez que là encore, ça fait 4000, 5000 ans, mais on continue à trimballer le même business. Hein. Et là aussi, c'est vrai d'ailleurs. Alors, en fait, ici, on a même des papyrus. Alors, on a deux grands papyrus médicaux qui étaient en fait les papyrus que trimballaient les médecins, où ils avaient les recettes pour différents cas. Donc, quand vous appeliez un médecin en Égypte, si c'était un bon médecin, il avait ce papyrus, ou une copie, et il regardait dedans en fonction pour décrire ce qu'il devait vous donner comme médicament. Et alors là-dedans, vous avez une centaine de remèdes médicaux qui sont fondés sur la laurionite pour faire des gouttes pour les yeux, donc des collyres, hein, qui soignent l'œil, des fards pour les yeux, naturellement, c'est ce qu'on a vu là, c'est pour ça que c'est les maquillages ouatres, des recettes pour le traitement des plaies infectées, et la dose, c'était simplement combien de laurionite on mettait, plus ou moins par rapport aux autres choses. Et c'est pour ça que les Égyptiens étaient réputés comme des très très grands médecins depuis l'Antiquité. Alors maintenant, si on regarde biomédicalement cette affaire-là, je vous ai parlé d'antioxydants, donc c'est le stress oxydant. Celui-là, c'est le monoxyde d'azote, c'est quelque chose, c'est une toute petite molécule, une des plus petites molécules qui existent avec l'oxygène et l'azote, mais c'est une molécule extrêmement importante biologiquement. Et les ions plomb et les ions calcium. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous vivez dans un pays humide, tropical, humide, ce que vous avez, c'est de l'eau, vous avez des sédiments organiques qui sont dans l'eau, et de la chaleur. Et tout ça, ça fait une soupe bactérienne. C'est-à-dire, ça fait de l'eau pourrie. Et ça a expliqué pourquoi l'humanité, quand on a commencé à vivre en nombre assez grand, c'est-à-dire quand on était chasseurs-cueilleurs, on était des clans de 150 personnes maximum, et puis on restait à un moment, et puis on changeait de place, parce que l'eau devenait pourrie. Pourquoi elle devenait pourrie? Parce que la bouffe qui pourrissait, les excréments, tout ça, ça finissait par arriver dans l'eau. Et l'eau était porteuse de bactéries, choléra, et ainsi de suite. Okay, et une des manières les plus simples de rentrer, c'est par les plaies. Mais quand vous n'avez pas de plaies, on est défendu à peu près partout. Dans les oreilles, on a le tympan pour pas que ça aille plus loin. Dans la bouche, on a des enzymes qui attaquent les bactéries, d'accord? Mais dans l'œil, on n'est pas protégé. Et par derrière l'œil, il y a le nerf optique, et par le nerf optique, on va directement au cerveau. Et l'œil a un système immunitaire différent du reste.
Donc en fait, même aujourd'hui, dans beaucoup de maladies tropicales, vous avez une goutte d'eau pourrie, donc pleine de bactéries, qui tombe dans votre œil simplement parce qu'on a secoué l'eau à côté, il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau, ça peut être un vent qui est humide, qui apporte des micro-gouttes. Ça arrive dans votre œil, ça déclenche d'abord une conjonctivite, et puis ça peut aller plus loin si c'est des bactéries qui sont assez redoutables. Et donc, en fait, ça fait toutes les maladies endémiques qui sont liées à l'inflammation de l'œil. Et c'est pour ça que pratiquement dans aucune zone tropicale, on a développé de civilisation. Parce qu'on ne peut pas mettre suffisamment de gens ensemble dans une zone tropicale. Vous n'avez qu'à regarder, les gens dans les zones tropicales, c'est toujours des petits clans. Ou alors, par exemple, dans les zones subtropicales, par exemple, les Mayas nettoyaient complètement toute la forêt avant d'y mettre quelque chose. Ou alors, encore, exactement pareil, même si aujourd'hui on pense encore avec toute la végétation, à l'époque d'encore, il n'y avait pas de végétation parce qu'on avait éliminé la végétation, donc la flotte et les bactéries. Par exemple, vous avez présent peut-être en tête l'assassinat de Marat, le tableau. Vous le voyez dans son bain, il est dans la baignoire. Il vient d'être tué par Charlotte Cordier. Et on voit que la baignoire, entre lui et la baignoire, il y a un drap. C'est-à-dire que les gens mettaient, ils mettaient de l'eau, ils mettaient un drap sur l'eau et ils rentraient là. Aujourd'hui, vous ne feriez pas ça parce que de toute façon, votre drap, après, vous êtes obligé de le laver et ainsi de suite. Seulement, à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau propre. L'eau propre, c'est une invention de Pasteur. Donc il faut arriver au tout le traitement de l'hygiène de Pasteur contre les microbes. Mais les gens savaient que l'eau était pourrie. Donc si vous aviez des coupures, ce qui à l'époque était assez fréquent, parce qu'on vivait un petit peu de manière un peu dangereuse quand même, il y avait des trucs où on risquait de se couper un peu partout, et les bactéries allaient rentrer là. Par contre, le drap, c'est un filtre. Donc vous mettez le drap. Les bactéries, c'est quelques microns. Si c'est un drap qui est suffisamment bien serré, il va faire un filtre à bactéries. Donc vous descendez dans votre bain, les bactéries sont feintées, elles restent en dessous, le drap, et vous avez de l'eau propre au-dessus. C'est le principe du filtre. De la même manière, par exemple, dans les boissons, alors dans les pays occidentaux, ou en Chine ou en Asie, c'était des boissons à l'alcool, bière et vin, parce que là, les bactéries ne vivent pas. D'accord? Et quand il y a eu la religion musulmane qui est apparue, comme l'alcool est tabou, c'est le thé brûlant, très sucré. Les bactéries ne vivent pas là-dedans non plus. D'accord? Donc quand on boit du thé brûlant très sucré, là-dedans, on est sûr qu'il n'y a pas de bactéries. Mais c'est pour ça que si vous allez chez des Marocains ou chez des Algériens et que vous faites à la française, c'est-à-dire que vous laissez refroidir votre thé, votre hôte va vous dire non, je vais t'en donner un autre. C'est pas vrai? Donc c'est une tradition, les gens ne savent pas pourquoi, mais c'est pareil. Moi, quand j'étais gosse, ma mère, c'était la soupe, on la mange chaude, il ne faut pas la laisser refroidir. Alors aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'on utilise de l'eau qui est propre, qui vient au robinet, qui est propre. Mais il faut voir qu'à l'époque, les gens avaient de l'eau pourrie. Et plus il y avait de monde dans la ville, dans la truc, plus l'eau était pourrie. Alors, le NO maintenant. Alors le NO, il a deux activités, une activité protectrice et une activité de régulation. Alors en protection, c'est un puissant bactéricide. C'est-à-dire, quand il y a des bactéries, elles ne traînent pas beaucoup devant le NO. C'est un antioxydant. Et bon, ça c'est un peu technique, ça protège l'inflammation. Du point de vue régulation, ça fait dilater les micro-vaisseaux sanguins, un peu comme l'alcool. C'est pour ça que les gens qui ont bu un petit coup, ils ont le nez rouge. Mais le NO fait pareil. Par contre, il autorise une perméabilité vasculaire, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à une chose,
nos gardiens, notre police dans le corps, c'est les macrophages, ce que vous appelez les globules blancs. OK? Ces globules blancs, ils circulent dans le sang. Mais quand vous avez une infection, ce n'est pas dans le sang. C'est dans la viande qui est à côté. Donc, si vous avez les globules blancs qui circulent dans le sang, ils ne peuvent pas aller soigner l'inflammation qui est dans la viande à côté. Donc, sauf si le NO est émis par l'inflammation, par les cellules qui sont inflammées, et à ce moment-là, elle force les cellules qui font les parois des vaisseaux sanguins à laisser passer les macrophages. Alors, les macrophages sont capables de se faufiler dans la petite crevasse, mais les globules rouges, eux, ne peuvent pas se faufiler et donc continuer à circuler, ils n'ont pas vu la fuite. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est lié à l'adhésion cellulaire. Et puis là, il y a une petite pilule bleue aussi qui joue là-dessus. Et la dame, elle dit, alors mon chéri, fais attention, quand tu fais tomber tes pilules de Viagra par terre, regarde le chien. C'est pour les grands de la salle, les petits, ils ne comprennent pas. Alors qu'est-ce que c'est le NO? Le NO, c'est un gaz. Et c'est un gaz qui peut circuler à travers tout. Il circule à travers la flotte qui est dans nos cellules, il circule à travers la graisse qui est dans nos membranes, il va dans les protéines, il va partout. C'est vraiment quelqu'un qui a un passeport pour tous les endroits du corps. Résultat des courses, c'est si on mettait du NO directement dans le corps comme ça, on s'en retrouverait partout. Or, il a beau être très bien, il est très bien là où il y en a besoin de lui. Ailleurs, il mettrait le souk. Donc, en fait, la nature a sélectionné une molécule qui s'appelle la L-arginine, qui est là, et qui réagit avec l'oxygène et 2 électrons pour fabriquer du NO et de la citrulline. Et cette molécule-là, c'est une hénosynthase. Elle est formée de 2 morceaux, vous voyez, qui se disent bonjour comme une main droite et une main gauche. Et c'est les petits trucs qui sont ici au milieu des 2 molécules. Quand on a les 2, vous voyez, il y a 2 sites ici, il faut 2 transferts d'électrons, un qui est fait ici et un qui est fait là. Et à ce moment-là, ça produit du NO, et ce truc-là est recyclé pour redonner de l'arginine. Alors je vais vous poser une question, je vais vous faire réfléchir à quelque chose. Par exemple, vous savez que dans votre corps, l'oxygène est transporté par l'hémoglobine. Oui? C'est ce qu'il y a dans les globules rouges. Si vous vous rappelez vos cours du collège, les insectes, eux, ils ont simplement des trous dans le corps par où rentre l'air extérieur et l'oxygène arrive directement comme ça. Pourquoi nous, les mammifères et les animaux un peu évolués, disons en gros tout ce qui est des animaux mais qui n'est pas des insectes, nous on a besoin d'un vecteur qui est l'hémoglobine. C'est pas parce qu'on est plus gros, parce qu'il y a des tout petits animaux comme ça qui sont aussi avec le sang. C'est simplement que l'oxygène, c'est un oxydant puissant. Alors les insectes, eux, ils sont avec des protéines à soufre et résistent à l'oxygène. C'est pour ça qu'elles résistent aussi aux bombes atomiques. Parce qu'ils savent réparer les dégâts liés à l'oxydation. Nous, on sait pas, on fout notre énergie ailleurs. C'est pour ça qu'on n'a pas des têtes d'insectes. On utilise beaucoup d'autres fonctions que les insectes n'ont pas. Ça a un coût énergétique. Mais en échange, on ne règle pas ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on vieillit. Mais il faut toujours de l'oxygène pour faire fonctionner la machine. Donc l'hémoglobine, elle se balade dans le sang et elle donne de l'oxygène que quand elle reçoit du dioxyde de carbone, du CO2. Donc pour faire sortir l'oxygène de l'hémoglobine, il faut lui envoyer du CO2. Et comme ça, on est sûr que l'oxygène va uniquement là où il est consommé. Donc on ne développe pas des concentrations énormes d'oxygène parce que nos cellules viennent d'une époque où il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. On a gardé les mêmes machineries à l'intérieur. On en a inventé d'autres, d'accord, mais on a gardé les mêmes machineries. Et ces machineries-là, si elles voyaient la concentration d'oxygène qu'il y a dans l'air, ici, elles crameraient. Et c'est pour ça qu'on a notre peau. Notre peau, et il y a une couche de cellules mortes qui nous sert d'écaille pour protéger l'intérieur de ça. Et si vous vous mettez un solvant qui enlève, qui décape la graisse qu'on a sur notre peau, vous allez voir que ça brûle. C'est simplement parce que vous êtes en train de brûler dans l'oxygène. Donc voilà pourquoi on trimballe une grosse molécule comme ça,
qui porte, vous voyez ici, le prototype du NO, qui va être remplacé par un oxygène pour libérer du NO. Alors, pour s'assembler, là, il y a besoin d'ion calcium. Ça va être très important. Alors, comment c'est dans la membrane, vous avez deux types d'enzymes qui sont activés par l'ion calcium. Quand l'ion calcium rentre dans la cellule, donc il y a un canal à calcium qui s'ouvre, les ions calcium rentrent, elles activent un bloc ici qui s'appelle la NADPH oxydase, dont le but est de recycler le NADH ou le NADPH en NAD+, ou en NADP+. Alors ça, vous voulez, votre compte en banque est fini, et vous avez besoin de renouveler votre compte en banque, vous passez à NADPH oxydase et vous rechargez votre carte de crédit. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elle déballe 2 électrons, et elle ne peut pas stocker 2 électrons, donc elle récupère de l'oxygène qui est à côté, et l'oxygène récupère les électrons. Alors ça, c'est le père ou la mère de l'eau oxygénée. C'est un oxydant très puissant. L'autre, le calcium, arrive au hénosynthase, qui donc, vous vous rappelez, prend la L-arginine, la L-citrulline, et génère le monoxyde d'azote, qui lui peut se balader dans la cellule, ou traverser la membrane et aller à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est fondamental, tout est commandé par ce calcium. Alors ça, c'est très important, parce que par exemple, est-ce que vous avez jamais réfléchi à comment on fait un globule blanc pour manger un microbe? Moi, je prends une cacahuète, je mets dans ma bouche, plus de cacahuètes, j'avale. D'accord? Mais lui, il voit ici un candidat albicans, et il l'attrape, il le met dans sa bouche. Okay, vous voyez ici en train de manger quelque chose. Maintenant, on a un système de faux plans, ici. Et comment il fait pour casser le candidat albicans? Non, les enzymes, c'est qu'après. Il faut casser la membrane. Et pour casser la membrane, il fait fonctionner une hénosynthase qui produit du NO, il fait fonctionner une ADPH oxydase qui produit du superoxyde, et les deux ensemble font une espèce très dangereuse qui s'appelle le peroxynitrite, et c'est celle-là qui va aller couper la membrane en petits morceaux. Et comme elle coupe la membrane en petits morceaux, maintenant le pauvre candidat albicans, il n'a plus d'intérieur, et les enzymes qui sont contenues dans la poche peuvent le digérer. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, comment on fait pour savoir ça, nous? On a développé des toutes petites électrodes et ce que j'appelle les synapses artificielles. Alors, vous vous rappelez une synapse? Vous avez ici un bouton terminal d'un neurone, ici le neurone suivant ou un muscle, et à l'intérieur du neurone, là, vous avez des petits sacs qui contiennent le neurotransmetteur, et quand il y a du calcium qui rentre, là, il libère le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, c'est les points rouges ici, bon, c'est un dessin, hein, arrive dans le récepteur et ça déclenche le signal de l'autre côté. Donc nous, on a fait exactement la même chose ici, en prenant une cellule, et quand on force la cellule à relâcher quelque chose, c'est détecté par une électrode qui est positionnée juste au-dessus. Alors ici, pour le dessin, elle est très éloignée, mais en réalité, elle est très proche. Et ici, vous avez une de ces électrodes qui est au-dessus d'un macrophage. Et là, quand le macrophage est stimulé, avec ce truc-là, c'est-à-dire on a fait croire au macrophage qu'il y avait des bactéries dans le coin. Donc, il s'excite un petit peu tout seul, hein. C'est un petit peu comme un adolescent quand il tombe sur Playboy, quoi, okay, il s'excite un peu tout seul, mais il y a un moment où il faut que ça sorte, quoi, hein. Alors, pour que ça sorte, parce que sinon il va s'empoisonner lui-même. Et donc, comme ça sort, ces vésicules vont se relâcher à l'extérieur, et quand l'électrode est au-dessus, elle détecte ce qui ressort. Alors, vous voyez, là, il y a à peu près 5000 molécules. C'est pour ça que vous avez énormément de bruit, et ça représente 200 molécules par minute. Et c'est des molécules qui sont de l'eau oxygénée, du peroxynitrite, du monoxyde d'azote et des nitrites. Donc, ce n'est pas des grosses molécules. Donc, avec cette méthode-là, il faut faire des électrodes, et là, bon, ici, il y a le mécanisme, et ici, on est obligé de platiniser les électrodes. Donc ça, c'est le petit dépôt de platine qu'on met autour de l'électrode.
Bon, ça ne coûte pas très cher. Hein. Ça, c'est une fibre de carbone comme celle qu'il y a dans les skis ou dans les raquettes de tennis. D'accord? Ça, c'est une gaine de verre. Ça, c'est simplement un polymère genre peinture, hein, qui isole la partie dont on n'a pas besoin. Ensuite, on coupe avec un scalpel et on dépose le métal ici. Et à ce moment-là, on a cette affaire-là. Et cette affaire-là, quand on la met à côté de la cellule ici, on va pouvoir détecter ce qui est relâché par la cellule. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cellules de peau de la paupière, d'accord, donc celle là où on met le maquillage. Et on a stimulé avec des ions de plus, plomb de plus. Et ce qu'on voit, c'est si on n'en met pas beaucoup, ben on a une réponse ici. Si on en met plus, on a une réponse beaucoup plus forte. Et quand on analyse cette réponse, on s'aperçoit que quand on a ou on n'a pas le sel de plomb, la production de superoxyde, vous vous rappelez, c'est la superoxyde, la NADH ou NADPH oxydase qui produit ça ne change pas, ok. On a les mêmes quantités, grosso modo. Par contre, quand on regarde le monoxyde d'azote, on s'aperçoit que si on n'a pas mis le sel de plomb, on a cette réponse, ce type de réponse-là, et ça correspond à ça, c'est ce que vous avez vu là. Mais par contre, quand on a du monoxyde d'azote, on a une réponse qui est à peu près 2,5 fois plus grande. C'est-à-dire que les cellules du bord de la paupière, là, quand elles ont ce maquillage noir à côté d'elles, émettent du monoxyde d'azote. Alors, vous vous rappelez, le monoxyde d'azote, c'est un bactéricide. Donc, ça veut dire que la personne qui en cligne fréquemment des yeux pour réhumidifier l'œil, hein, le film d'eau qui est dessus, et donc à chaque fois que vous faites ça, vous balayez avec du Héno qui est généré au bord, vous refaites un film chargé en Héno. Si vous recevez des bactéries là-dedans, aucun problème. Elles vont être zigouillées par le Héno. En plus, le Héno va augmenter la vascularisation autour de l'œil et donc va permettre aux macrophages de venir patrouiller plus fréquemment. Donc même s'il y a des bactéries qui ont échappé au Héno, elles vont tomber dans un nid de soldats. C'est le gars qui se sauve et qui tombe en plein dans la caserne de CRS. Bon, ça fait mal. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous vous rappelez que le plomb, le calcium active les deux. Mais le plomb conduit uniquement à une surexpression de Héno. C'est très intéressant parce que s'il y avait eu une surexpression de celui-là, on introduisait tout un tas de problèmes sur l'œil. Vous vous rappelez le peroxynitrite qui attaque Candida albicans, l'œil serait attaqué par le mélange des deux. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on a donc, vous vous rappelez, le calcium active les deux, le plomb active pas celui-là, mais active que la hénosynthase. Et en fait, si on regarde bien, le plomb et le calcium, d'un point de vue chimique, physico-chimique, c'est les mêmes nombres de coordination de molécules d'eau, à peu près les mêmes rayons ioniques, d'accord? Donc c'est deux ions qui, vus par les cellules ou les enzymes, sont à peu près les mêmes. Et donc, simplement, la nature ne s'est jamais défendue contre le plomb, parce que le plomb n'existe pas à l'état libre. Ça, le plomb de plus, c'est une invention récente, c'est des chimistes. Parce que le plomb dans la nature, il est toujours associé à l'oxygène ou au soufre, ou au carbonate. Et ça, c'est des cailloux. Et vous pouvez les laisser dans l'eau, vous pouvez les broyer, ça ne passe pas dans l'eau. Parce que pour ceux qui ont fait de la chimie là, les produits de solubilité sont tellement petits qu'on n'arrive pratiquement à avoir aucun ion libre. Par contre, c'est des chimistes qui ont réussi à générer ça. Mais avant les chimistes, les Égyptiens avaient réussi avec leur laurionite. Parce que la laurionite, vous vous rappelez, plomb, hydroxyde, chlorure, ça fait un cristal qui n'est pas très bien foutu. C'est un cristal qui n'a pas une grande stabilité cristalline, ce qui fait qu'il peut passer dans l'eau et libérer du plomb, des OH- et du chlorure.
D'accord? Et donc, en mettant de la laurionite, on libère une très petite quantité de plomb, qui est juste la quantité ad hoc pour ne pas tuer les cellules, mais suffisante pour générer le monoxyde d'azote. Alors maintenant, on peut se dire, oui, ben, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on a à faire à se protéger les yeux en Égypte? Parce que quand on pense à l'Égypte aujourd'hui, on pense à ça. D'accord? Or, le problème, c'est que les Égyptiens, ils construisaient les pyramides, ils construisaient les tombeaux et tout ça, à l'endroit où il n'y avait pas d'eau, parce qu'à l'époque où la terre était chère, c'est-à-dire la terre pour la culture était chère, on gardait la terre cultivable uniquement pour cultiver. Par exemple, si vous allez en Provence, vous verrez que tous les villages et tout ça sont sur la caillasse. Par contre, les terres cultivables, on les gardait pour cultiver. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les progrès des engrais et tout ça, on a une surabondance de production végétale, mais dans les grands pays. Si on va en Afrique ou si on va même en Asie, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, à l'époque, il fallait utiliser toute la terre arable, et donc on mettait des choses dont on n'avait pas besoin que dans les endroits où on ne pouvait pas faire de la culture. Parce que chaque mètre carré est important pour faire vivre les gens. Rappelez-vous les famines et tout ça. Donc en fait, quand on a cette vision-là de l'Égypte, on a une vision fausse parce que l'Égypte, c'est ça. Pourquoi? Parce que les gens ne vivaient qu'au bord du Nil, et c'était même pire avant le barrage d'Assouan, parce que vous aviez ça. Et ça, vous reconnaissez immédiatement la soupe bactérienne. D'accord? Et les gens, eux, devaient vivre là-dedans. Et donc, auraient attrapé des maladies endémiques. Et par contre, le NO, là, fait que les petites bactéries et tout, elles peuvent rentrer dans l'œil, hein, contrairement au panneau, mais il leur arrive des ennuis, c'est-à-dire qu'on ne va pas déclencher toute une maladie liée à l'œil. Donc en fait, les Égyptiens avaient trouvé, de manière empirique, comment sélectionner un composé totalement artificiel qui permette d'éliminer les bactéries, en fait. Et alors, aujourd'hui, cette tradition, elle a conduit à chimie, ok. Donc vous vous rappelez la protection d'Horus, ok. Mais aujourd'hui, vous avez ça dans les trucs de Cole. Et si vous reconnaissez, c'est pareil que Nefertiti, ici. Ici, c'est pareil que Nefertiti, avec un début d'œil d'Oujda, ok. Et alors, ce qui est encore plus surprenant, c'est, moi je ne sais pas lire l'arabe, mais c'est marqué ici en anglais. Ici, c'est un exemple comme un autre qui vient d'un flacon de colle. Et c'est très utile pour le traitement de toutes les formes de maladies oculaires, telles que des yeux qui faibles, des regards, une vision trouble, les larmes, les saletés dans les yeux brûlants, irritants, le fait que vous avez les yeux rouges, c'est un début de conjonctivite, et blablabli et blablabla. Okay, c'est exactement le même truc qu'on trouve dans les trucs du papyrus Ebers. Ça, c'est moderne, hein, ça a été acheté, je ne me rappelle plus où, voilà, Mumbai. Okay. Et alors, en fait, le problème, c'est comme dans l'histoire de Dan Brown, c'est le symbole perdu. Parce qu'ici, le symbole est resté. Mais par contre, le problème, c'est que dans le col, aujourd'hui, vous n'avez pas la laurionite. Vous n'avez que la galène et la litharge. Alors, dans la fabrication du col, on met des herbes, qui sont aussi des herbes antioxydantes. D'accord? On met des parfums, on met des choses comme ça. Mais les gens savent deux choses. C'est-à-dire que, historiquement, culturellement, ce col protégeait les yeux. Et ça se fait toujours. Y compris dans certaines zones d'Afrique noire, quand le bébé vient de naître, il y a une sage-femme, la sage-femme qui a accouché la dame, vient avec du col et met autour de l'œil du bébé pour éviter l'infection. Alors il y a ça. Et puis, l'autre chose, qui a vu une bouteille de colle
Naturellement vous, non? C'est fait comment? Parle plus fort parce qu'ils n'entendent pas, ils sont sourds derrière. Mais c'est comment? Quand on achète une bouteille de colle, c'est un truc où on ouvre un couvercle, on prend avec le doigt, on se met? Avec un petit bâton. Et en haut du bâton, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu touches le bâton? Oui, mais toi, tu mets tes doigts sur le bâton? Tu mets tes doigts où? Il y a une espèce de main de Fatma en haut, hein? Il y a comme il y a le bouchon, il y a la petite aiguille qui, elle, rentre dans le flacon. D'accord? Et au-dessus, vous avez le bouchon qui est fixé à l'aiguille. Donc quand on enlève, ça fait un peu comme les rapières espagnoles, d'accord? Hein, les épées espagnoles, d'Artagnan et compagnie, quoi, ok? Et en haut, vous avez un truc plat qui très souvent est une main de Fatma, parce que la main de Fatma, ça porte chance. Et on prend avec les doigts sur la partie plate de la main de Fatma, et donc les doigts ne touchent jamais le col lui-même. Pourquoi? Ça, c'était Pline l'Ancien, qui avait très bien décrit, parce que les femmes romaines utilisaient le col, elles aussi, ça venait de l'Égypte, mais en fait, c'était le col de l'époque, et il disait, c'est très très bon pour la santé, mais il ne faut surtout pas le mettre dans la bouche. Or, la meilleure manière de mettre quelque chose dans la bouche, c'est de le toucher avec les doigts, puis quand on n'y pense pas, on fait ça, parce qu'il y a un moment ou un autre, on fait ça, et ça rentre. Pourquoi? Parce que le plomb de plus n'est absolument pas gênant. Ça, c'est encore un truc qui vient des gens qui ne comprennent rien à la chimie. C'est que chaque métal, ou les non-métaux, existent dans plusieurs états d'oxydation. Alors, par exemple, le plomb existe dans le plomb 0, c'est le métal, le tuyau de plomb. Le plomb 2+, c'est celui-là. Et le plomb 4+. Alors, le plomb 4+, il n'existe pas dans la nature, sauf dans les phosphates et des choses comme ça. Mais dans les phosphates, il est tellement blindé avec les oxygènes qu'il ne gêne pas. C'est le phosphore, là, excusez-moi. J'ai glissé de P. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le plomb est ingéré, il arrive dans l'estomac et les intestins, et là, il va être oxydé en plomb 4+. Et c'est ça qui fait le saturnisme. Mais si le plomb ne rentre pas à l'intérieur du corps, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'en général, le saturnisme, il venait des enfants qui léchaient la peinture sur les murs ou les dessins qui étaient faits avec des peintures au plomb sur les papiers peints. Et pourquoi? Parce que les cols et les liants qu'ils mettaient pour ça, ça avait un goût sucré. Donc les gosses avaient tendance à vouloir lécher ça. Et avec ça, ils embarquaient du plomb à l'intérieur de la bouche. Et là, ce plomb devenait du plomb 4+, et le plomb 4+ est très très dangereux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont absolument pas dangereuses à condition qu'on les maîtrise. Alors aujourd'hui, le plomb est interdit. On dit que les conduites de plomb et tout ça, c'est mauvais. Jusqu'à présent, ça n'a pas fait beaucoup de morts sur Terre. Okay. On ne sait pas ce que ça va donner, les conduites de plastique qu'on met maintenant à la place des conduites de plomb. Mais on verra que peut-être plus tard, on aura des problèmes avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que quand vous prenez un tableau de Mendeleïev, c'est les quelques centaines d'éléments naturels qui existent. Chacun de ces éléments, normalement, moi j'aimerais bien la représenter, une table de Mendeleïev, en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous auriez sur chaque petite case, là, la case, ça serait le terrain nourricier, d'où il y aurait un arbuste qui pourrait aller vers le haut quand ça fait des cations, ou vers le bas quand ça fait des anions, ou l'inverse, hein, je ne suis pas raciste. Et là, on verrait les différents trucs et les différents composés. Et là, vous vous apercevrez que la table de Mendeleïev, c'est quelque chose d'absolument énorme. D'accord? Et que, bien sûr, si je supprime une case, je suis sûr de ne pas avoir le problème un peu plus haut dans l'arbre. Mais je veux dire,
Jusqu'à preuve du contraire, quand je mange une pomme, je ne me tape pas le pommier en entier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors on pourrait dire, oui, dans l'écorce du pommier, il y a un truc qui est une toxine. Si vous mangez 1 kilo d'écorce de pommier par jour, vous risquez d'attraper la blablite, ok. Et donc, on taboue les pommes, on ne vend plus de pommes. Bon, déjà, il faut se le faire de se taper 1 kilo d'écorce de pommier, quoi, par jour, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça, le régulateur ne veut pas avoir de problème. Voilà, je vous ai baladé un peu dans l'histoire, dans la culture, pour vous montrer qu'en fait la science est partout. Et peut-être la seule chose qui a changé dans notre époque, ce n'est pas la science, c'est la manière dont on exprime la science. C'est-à-dire aujourd'hui, on est capable d'exprimer les faits en même temps que les relations. Je vous ai montré tout à l'heure la réaction de Pourbet. C'est beaucoup plus précis pour un chimiste de comprendre ce qui se passe là-dedans que l'espèce de baratin de Dioscoride. Mais si on suit la recette du Dioscoride, de Dioscoride, on fait de la laurionite la même que les Égyptiens. Alors, il y a juste une question avant de terminer. C'est quelqu'un qui s'y connaissait un peu, qui m'avait dit, mais monsieur Amator, vous avez dit que c'est un composé non naturel, mais son nom vient des mines de l'Orion. Alors, vous savez ce que c'est les mines de l'Orion? Alors, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire du collège. En Grèce, il y avait 3 grandes villes qui s'affrontaient, 4 grandes villes. Corinthe, Thèbes, Sparte, Athènes. Athènes règle son compte à Thèbes, à Corinthe, Sparte règle son compte à Thèbes. Il n'y a plus que 2 grandes villes qui s'affrontent, Athènes et Sparte. Sparte est sur la seule zone où il y a énormément de culture. C'est la seule plaine qui existe là. Donc elle peut développer énormément de culture, donc elle peut nourrir une armée puissante. D'accord? Si vous avez vu l'histoire des 300, vous avez une idée de ce que ça peut être. Hein? Okay? La machine de guerre de Sparte était, jusqu'à Alexandre le Grand, c'était la plus grande machine de guerre qui existait au monde. Parce qu'ils pouvaient nourrir beaucoup de soldats, et surtout de soldats qui n'avaient rien à foutre qu'à s'entraîner à faire la guerre. Les Athéniens, eux, avant de se mettre à philosopher et compagnie, eh ben, ils triquaient un peu pour manger, quoi. Donc, ils n'arrivaient pas à résister à Sparte. Et puis, un jour, ils ont découvert de l'argent, justement dans les mines de l'Orion. Alors, les mines de l'Orion, il y a de l'argent. Et donc, avec ça, on a fait des drachmes d'argent. Et les drachmes d'argent, naturellement, ça permettait d'acheter de la bouffe qui venait de Crimée. Donc, il n'y avait pas que Poutine. Aujourd'hui, c'est Poutine, mais à l'époque, les Athéniens, ils étaient très intéressés par la Crimée. C'était le pays de la toison d'or, parce que les champs de blé couvrent tout le pays, et donc le pays a une toison d'or. Donc le blé de Crimée arrivé était payé par les drachmes, et à ce moment-là, Athènes a pu développer une armée puissante et faire la guerre à Sparte, et en particulier développer la grande flotte qui a matraqué les Perses quand ils ont voulu arriver là. Okay? Et le problème, c'est que dans l'argent, on le trouve très souvent avec le plomb. Parce que géologiquement, ça se forme à peu près dans les mêmes conditions. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails des réactions nucléaires, mais c'est comme ça. Et les gens regardaient et voyaient que dans cette caillasse, c'était essentiellement du plomb, et balançaient cette caillasse à l'extérieur. Or, l'Orion, c'est juste à côté de la mer. Donc, se formait une véritable falaise de composés qui étaient de l'oxyde de plomb, là, puisqu'ils avaient pris l'argent, et la mer battait là-dessus, donc venait saler, et quand il y avait la chaleur, tout ça, ça faisait de la laurionite. Et le premier endroit où on a trouvé de la laurionite sur Terre, qui était essentiellement artificielle, mais cette fois-ci involontaire, c'était à côté des mines de l'Orion. C'est pour ça qu'avant de connaître que ça existait dans le maquillage égyptien, le nom s'appelle l'orionite parce que c'est le seul endroit où on trouve ça. Mais encore une fois, c'est artificiel. Cette fois-ci involontaire. Donc un peu les Grecs, ils avaient été un peu plus malins,
ils auraient pu vendre l'argent et la lorionite à côté, et ils auraient court-circuité les Égyptiens. Enfin, il faut faire un peu de chimie quand même dans la vie. Alors je vais terminer en remerciant les gens qui font, hein, parce que dans un labo, à partir d'un certain âge, vous pensez, vous stimulez, vous dites aux autres ce qu'ils devraient faire, mais heureusement que vous avez des gens qui sont très forts et qui sont capables de le faire. Alors d'abord, je vais remercier Philippe Walter, parce que Philippe Walter, à l'époque, était au CDRMF au Louvre. Maintenant, il est à Pierre-Marie Curie. Et avec son équipe, Éléonore Welcome et Jacques Castin. Jacques Castin doit avoir à peu près 75 ans maintenant. Philippe Walter, il doit avoir 55 ans. Et Éléonore Welcome, elle doit avoir 40 ans. Hein, pour vous donner des idées. Dans les labos, on trouve tous les âges. C'est ça qui est intéressant. C'est surtout les jeunes qui donnent des idées parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ont envie de montrer qu'ils existent et ils vous mettent en défaut, ce qui vous force à réfléchir. C'est vachement génial, quoi. Et Philippe, lui, c'est lui qui avait démarré cette recherche au Louvre en examinant les trucs, les échantillons qui venaient des tombes. Et c'est là qu'il se soit aperçu qu'il y avait toujours cette lorionite. Et il est venu me voir, on se connaît depuis très longtemps. Je l'ai un peu couvé sous mon aile, même s'il n'a jamais travaillé avec moi à part ce travail-là. Et il m'a dit, Christian, je vois que toi qui es capable de trouver une raison pour laquelle les Égyptiens faisaient ça, quoi. Et alors, quand je me suis fait un peu expliquer, je lui ai dit, oui, mais ta lorionite, elle devrait libérer du plomb de plus. Et le plomb de plus, ça ressemble au calcium, donc ça doit jouer sur le système antioxydant. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé cette recherche, avec pas un sou. Parce que si on demandait du fric pour faire un truc pareil, en égyptologie, on nous aurait dit ok, complètement fou. D'abord, vous ne savez même pas lire l'égyptien, qu'est-ce que vous allez faire? Ok. En chimie, on nous dit mais vous êtes complètement taré, d'ailleurs, regardez un truc comme ça. En biologie, c'est pas peine d'en parler. Donc, on a fait ça dans ce que j'appelle en perruque. Alors, les jeunes ne savent pas ce que ça veut dire en perruque, mais c'était le pognon qu'on cachait sous sa perruque. D'accord? Ou alors on peut dire en danseuse. En danseuse, c'était les grands bourgeois de Paris qui détournaient un petit peu de leurs finances de leur magasin pour financer une petite danseuse. Bien sûr, ils finançaient la danseuse dans l'intérêt de l'art. Ce n'était pas pour d'autres choses qu'on pourrait penser, quoi. Donc on appelle ça une danseuse. Donc ça, c'était une danseuse de mon laboratoire. Et dans mon laboratoire, c'est essentiellement celui-là, Issa Tabsoba. Alors Issa Tabsoba, lui, il vient de Burkina Faso. Il est retourné et maintenant il a un job de conseiller auprès du ministre de la Recherche scientifique au Burkina Faso. Mais c'est un gars, j'ai rarement eu quelqu'un d'aussi intelligent dans mon laboratoire. J'en ai qu'un autre, c'est Alexander Oulinik, qui travaille avec Irina et moi, Irina qui est là. Lui, Alexander, c'est un mathématicien, et lui, c'est quelqu'un qui a des mains en or. Et une intelligence vive, incroyable. Alors, il est noir, qu'à côté de ça, quand on pense à noir, c'est pratiquement café au lait, quoi. Vous voyez, lui, il est noir. Si vous le mettez dans le noir, vous ne le voyez plus, à part les yeux qui brillent. Mais c'est un gars qui respire une intelligence formidable. Et alors, regardez, le pauvre, il a voulu faire des études quand il était au Burkina Faso. Mais à l'époque, le Burkina Faso, c'était extrême gauche de ces extrêmes gauches. C'était Khmer rouge, en gros, hein, de l'Afrique. Donc, c'était interdit de sortir. Et puis, quand ça s'est adouci un peu, il a eu le droit de faire ses études en Tunisie. Donc, il a commencé sa licence, il devait avoir 26 ans. Et puis, un jour, son patron, il arrive, il démarre une thèse, et son patron en Tunisie, qui est un grand ami à moi, il me téléphone. Alors pour qu'il me téléphone, c'était déjà un truc important, et il me dit, Christian, j'ai cette perle dans mon laboratoire, et je suis arrivé au bout de mes capacités, est-ce que tu ne veux pas prendre le relais pour continuer à le former? Donc moi j'ai dit oui, je le faisais venir à Paris pour qu'il fasse certains travaux, et j'ai refusé de signer les papiers pour pas qu'on dise que la valeur de ce gosse était liée à mon laboratoire. Donc il a passé sa thèse, et après, je l'ai pris dans mon laboratoire en postdoc, et c'est là qu'il a fait ça.
Et naturellement, en dernier, le département d'égyptologie, parce qu'ils nous ont permis de voir les collections et ainsi de suite, qui est important. Alors ça, c'est l'Académie des sciences, comme c'est une conférence d'Académie des sciences. Ça, c'est le symbole de l'école normale supérieure. C'est un truc où on pourrait gagner de l'argent en faisant un procès à Windows, parce que c'est le premier truc de Windows. C'est une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur avec une muse de la science et une muse de la littérature. Parce que c'est la seule grande école qui a à la fois les lettres et les sciences. Toutes les autres, c'est soit lettres, soit sciences. Le CNRS, bien évidemment, ministère de la Recherche, Pierre et Marie Curie, parce que mon laboratoire est à cheval sur l'ENS, le CNRS et Pierre et Marie Curie. Et là, je n'ai pas parlé, c'est le laboratoire que j'ai en Chine avec l'université de Xiamen, mais là, je n'ai pas montré de travaux qui venaient de là. Et finalement, je veux vous remercier pour votre attention. Merci.